essayer d'élucider le rôle éventuel des polluants chimiques et des perturbateurs endocriniens en particulier ne peut venir que de l'association de l'épidémiologie, de la recherche et de la recherche en laboratoire. Et cette recherche en laboratoire, on l'a largement évoqué des modèles murins. Et je voudrais introduire ici, à partir d'un travail qui est réalisé dans mon équipe, pour lequel je m'intéresse plus particulièrement depuis quelques années, sur un troisième versant intéressant dans ce domaine, c'est d'utiliser des cultures cellulaires, des cellules de cancer humain, c'est-à-dire des lignées de cancer du sein ou des lignées de cancer de la prostate, qui sont issues de cancers donc humains. Et là, je vais vous montrer un travail sur le bisphénol et sur une lignée que j'utilise dans mon équipe, qui est une lignée de cancer du testicule, c'est-à-dire une lignée séminomateuse humaine. Alors, le désavantage, c'est que vous allez dire que c'est in vitro, que c'est pas l'organisme entier, c'est des cultures cellulaires. L'intérêt, c'est que ce sont véritablement des cellules humaines et des cellules cancéreuses, et c'est quand même un apport irremplaçable pour étudier les mécanismes moléculaires que pourraient avoir les perturbateurs éventuellement sur l'initiation ou la promotion et le développement de certains de ces cancers. En plus, ça a un intérêt parce qu'il y a une énorme controverse actuellement, vous le savez, à travers le monde sur le bisphénol A. Vous savez que la France s'est montrée pour une fois relativement à la pointe, puisqu'il y a eu tout un groupe au niveau de l'ANSES depuis 2-3 ans qui ont réuni des experts, étudié toute la littérature internationale de façon critique et méthodique, et qui viennent de publier, et c'est en ligne, d'ailleurs vous pouvez y accéder facilement, rapport de l'ANSES en mars 2013, qui montre que le bisphénol A, l'exposition au bisphénol A, qui est largement répandue, comme on l'a déjà dit, dans la vie quotidienne, est susceptible d'intervenir comme facteur de risque dans un certain nombre de pathologies chroniques, métaboliques, cancéreuses ou neurodégénératives. Je disais que la controverse, c'est on a largement et on continue à débattre à travers le monde et à travers des publications et des articles des fois virulents sur le fait comment une substance qui est présente à très faible dose peut-elle agir sur le développement de ces maladies, et comment se fait-il, et ça c'est les toxicologues, je l'ai dit hier, qui souvent ont éventuellement quelques conflits d'intérêts qu'ils ne disent pas dans un premier temps, mais ce qu'ils mettent en avant comme toxicologues, pourquoi on n'a pas une relation effet-dose linéaire, c'est-à-dire pourquoi lorsqu'on augmente la dose de bisphénol A, on ne constate pas l'augmentation de l'effet, et parfois même, comme je vais vous le montrer ici, on peut avoir des effets différents et opposés à des doses faibles ou à des doses élevées. Alors, la clé est là, pardon. Alors, le cancer du testicule. Le cancer du testicule, il est vrai, comme il a été dit par le docteur Joachim tout à l'heure, c'est un cancer très rare. C'est un cancer qui ne représente que 1 à 2% de tous les cancers. Mais, on ne l'a pas dit, c'est le cancer le plus fréquent de l'homme jeune entre 15 et 30 ans. C'est un cancer qui, à 15-20 ans, est plus fréquent que le Hodgkin ou le lymphome. Donc, c'est la tumeur solide la plus fréquente de l'homme jeune. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en constante augmentation dans toutes les données publiées à travers le monde. Vous avez ici un certain nombre de courbes de piliers différents avec l'augmentation progressive donc, de l'incidence du cancer du testicule, y compris en France. Et vous avez ici l'âge, le pic, donc, qui se situe autour de 25-30 ans, donc,
pour la survenue. Dans nos banques de sperme, dont j'ai déjà parlé, les sécos, c'est depuis très longtemps la première cause d'autoconservation pour laquelle un homme jeune vient conserver ses spermatozoïdes avant traitement chirurgical ou radiochimiothérapique, avant, encore une fois, le Hodgkin ou le lymphome. C'est la première cause de mortalité par tumeur solide dans cette tranche d'âge, encore que je module, comme vous l'avez vu, bien qu'il n'y ait que 12 cas rapportés là dans cette étude de registre récente de la Martinique, c'est un cancer qui se guérit très bien dans 90% des cas. Donc c'est un cancer qui guérit assez facilement. Mais pourquoi est-il intéressant et pourquoi je me suis intéressé à ce cancer? Parce que, un, il est en constante augmentation. Deuxièmement, comme vous allez le voir, il est hormonodépendant. Et troisièmement, il est très lié à la cryptorchidie et à l'hypofertilité. Or, ces trois pathologies sont en augmentation de fréquence, avec des arguments de toutes sortes, laissant penser qu'il pourrait y avoir des causes environnementales, et en particulier une exposition in utero à certains produits hormonodépendants, et en particulier œstrogéno-mimétiques. Alors, ça se montre encore la même chose, associant donc la réduction des qualités du sperme, la cryptorchidie, l'hypospadias et le cancer du testicule, toujours dans le cadre de ce concept, du syndrome de dysgénésie testiculaire, qui serait donc initié in utero chez le fœtus dans une fenêtre d'exposition bien précise. Alors, ça, au-delà des gens qui défendent la thèse environnementale, on sait aujourd'hui qu'il existe très souvent dans le testicule, autour du cancer véritable, ou dans des situations précancéreuses, ce qu'on appelle un cancer in situ, qu'on décrit dans d'autres organes, et que ce cancer in situ touche les cellules germinales, et en particulier la cellule germinale souche, qui est très proche de la spermatogonie. Cette spermatogonie, vous le savez, c'est une des rares cellules souches adultes dans l'organisme, qui se multiplie constamment, tout en préservant son stock. Vous savez qu'un homme jusqu'à un âge avancé, en tout cas pour certains, peut fabriquer des millions de spermatozoïdes par jour, même au-delà de 70 ans. Et pourquoi? Parce que ces cellules souches adultes, que sont les spermatogonies indifférenciées, se divisent, se différencient tout en maintenant leur stock de cellules souches. La théorie actuelle de la cancérogénèse testiculaire germinale, c'est que cette cellule germinale souche, au lieu de se différencierait mal et proliférerait, pourrait acquérir des capacités de proliférer qui perdraient peu à peu le contrôle et qui donneraient donc un cancer in situ, puis un véritable cancer germinal testiculaire. Voilà, carcinome in situ. Alors, quelques éléments épidémiologiques qui peuvent faire penser qu'une cause environnementale est possible. Il y a de vieilles études aux États-Unis qui montrent que le cancer du testicule est plus fréquent chez les ouvriers agricoles, étude cas contrôle avec un odd ratio de plus de 6. C'était paru dans le Lancet il y a déjà bien longtemps, en 1984. Il y a l'exposition à l'atrazine en Californie. Il y a les pesticides et cancers aux États-Unis avec exposition professionnelle méta-analyse qui fait sortir un certain nombre de cancers, dont le cancer du testicule. Il y a surtout cette étude que j'aime beaucoup, cette étude qui est une étude hollandaise, qui a regardé chez les sujets qui développent un cancer du testicule et chez des sujets contrôle, la présence dans le sang d'un certain nombre de produits organiques persistants. PCB, hexachlorobenzène, des pesticides ici, et toujours notre fameux DDE. Et alors, ils n'ont trouvé aucune différence entre les cas contrôle et les cas de cancer du testicule.
Mais comme ce cancer survient chez des sujets jeunes, c'est un des rares, ils ont eu l'idée assez géniale d'aller convoquer les mères de ces jeunes hommes qui avaient fait un cancer du testicule et qui, pour la plupart, étaient encore vivantes. Et ils ont fait des prélèvements dans le sang chez ces mères, et ils ont eu la curieuse surprise de voir que si on comparait les perturbateurs dosés dans le sang de la mère versus les mères des contrôles qu'ils avaient utilisés, eh bien là sortaient des facteurs tout à fait significatifs pour un certain nombre de produits, PCB, HCB, pesticides. Or, on sait que ces perturbateurs persistent longtemps dans le sang et dans le tissu graisseux, comme on l'a dit hier, et donc on peut penser que cette mère qui avait déjà ces perturbateurs a contaminé son fœtus et que cette contamination pourrait, en tout cas ces résultats ne le démontrent pas encore une fois, mais sont compatibles avec notre hypothèse qu'une exposition fœtale in utero à certains de ces perturbateurs pourrait favoriser l'éclosion à distance d'un cancer du testicule. On sait que ces cancers in situ peuvent exister chez le nouveau-né, chez des sujets à risque. On a eu quelques cas particuliers qui ont pu le montrer. Et en fait, probablement, il se développe après la puberté et que la mise en route de la puberté et de l'axe hypophysaire, la stimulation par la FSH et la LH pourrait peut-être avoir un rôle et expliquer pourquoi ce cancer qui existe déjà à l'état in situ des années avant va se développer qu'à partir de la puberté et que son âge de prédilection est entre 15 et 35 ou 40 ans maximum. Alors maintenant, quand j'ai voulu m'intéresser à ce problème, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de voir dans une publication qu'une équipe japonaise, à partir d'un homme japonais de 30 ans qui avait fait un séminome, avait réussi à immortaliser ces cellules et la cultiver. Et j'ai tenté ma chance avec un de mes étudiants thésards. On m'a dit dans le labo, mais vous n'arriverez jamais. J'ai écrit un mail en demandant est-ce qu'il est possible d'obtenir ces cellules. Et j'ai eu la surprise quelques jours après de voir arriver par un transporteur style DHL des cellules congelées de ce type. Et ça fait maintenant 6-7 ans que je travaille donc avec ces cellules qui s'appellent cellules JKT1, qui sont des JKT1, qui sont des cellules de séminome, donc un homme japonais de 30 ans, qui sont immortalisées et qui sont à peu près les seuls dans le monde. On s'est battu beaucoup avec une équipe hollandaise qui avait une autre lignée de ce type. Nos deux lignées ont un petit peu dérivé et on s'est accusé mutuellement à travers des articles de la littérature internationale que la lignée de l'autre dérivait plus que la nôtre. Et globalement, on a réussi à démontrer que la nôtre dérivait un petit peu moins que la leur. Donc cette lignée est assez unique. On me la demande assez souvent, mais je ne la donne pas pour le moment. Voilà, un jour ça viendra. Alors à partir de là, pour essayer de démontrer cette théorie, encore fallait-il montrer que le cancer du testicule était sensible aux œstrogènes. Ce n'est pas du tout une notion classique. Vous savez tous que le cancer du sein est œstrogénodépendant. Vous avez compris, mais c'est déjà moins classique, que les œstrogènes jouent un rôle dans le cancer de la prostate, mais alors c'est pas classique du tout, il y a quelques années, de penser que les œstrogènes jouaient un rôle dans le cancer du testicule. Mais c'est quand même relativement pas absurde de le penser, dans la mesure qu'on sait aujourd'hui que les œstrogènes contrôlent la spermatogénèse et donc contrôlent les cellules germinales depuis le stade de la cellule souche jusqu'au stade du spermatozoïde, et que les hommes qui ont une mutation pour le gène de l'aromatase, il y en a une dizaine à travers le monde, ou les hommes qui ont une mutation pour certains récepteurs des œstrogènes ont des troubles de la spermatogénèse. Deuxièmement, des souris invalidées ERCO et ARCO sont stériles. ERCO, c'est le récepteur aux œstrogènes. La mutation de l'aromatase dont je viens de parler. L'aromatase est exprimée dans les cellules germinales, dans la cellule de Sertoli. Il faut quand même que je vous dise, il faut faire de l'histoire en médecine. Qui a inventé le 17-bêta-œstradiol? C'est Zontek. Il l'a isolé à partir des urines d'un étalon.
c'est QFD, hein, étalon mâle, et c'est chez le mâle, donc, qu'on a découvert l'œstradiol, qui provient essentiellement du testicule, où il est produit, donc, en partie par la cellule de Sertoli, par les cellules germinales, et même par la cellule de Leydig. Il y a une expression du récepteur ER-bêta, comme on le verra tout à l'heure, dans les cellules germinales. Tout ce que je vous ai dit précédemment sur l'hypothèse xénoœstrogène et dysgénésie testiculaire. Et enfin, des cultures cellulaires chez le rat qui montrent que l'œstradiol stimule la prolifération des gonocytes chez le rat in vitro. Il y a des facteurs de survie. Pour maintenir les spermatocytes humains en culture, il faut des œstrogènes. Et enfin, dans les souris invalidées pour les récepteurs ER-bêta, à la naissance, le mâle a moins de cellules souches. Non, pardon. Le mâle a plus de cellules souches, excusez-moi, ce qui veut dire que via ER-bêta, l'œstradiol, les œstrogènes inhibent la prolifération des gonocytes via ER-bêta. Tous ces arguments laissaient penser que les œstrogènes pouvaient avoir un rôle et donc que les xénoœstrogènes pouvaient avoir un rôle. Voilà les fameuses cellules que nous utilisons. Nous avons fait un marquage par la phosphatase alcaline placentaire, ça c'est pour les histologistes, c'est le marqueur des cellules séminomateuses, donc c'est le marqueur qui fait le diagnostic de séminome. Nous avons montré qu'il y a l'expression fonctionnelle de l'aromatase et de ER-bêta dans nos cellules séminomateuses en culture. Et alors je continue, et donc je vais m'arrêter à cette diapositive qui vous montre d'abord que ER-bêta, qui est présent ici dans les cellules de cancer du sein, MCF7, récepteur positif, est absent donc, dans les cellules séminomateuses, comme ER-bêta est absent dans le testicule. Le testicule n'exprime pas ER-alpha, le récepteur classique, mais le deuxième récepteur nucléaire des œstrogènes, ER-bêta, qui est ici exprimé en immunofluorescence dans nos cellules JKT1. Nous avons pris de l'œstradiol, et comme le laissaient penser les souris invalidées pour ER-bêta, l'œstradiol inhibe la prolifération de nos cellules cancéreuses ici. Le DES, le distilbène, qui est un œstrogène très puissant, inhibe la prolifération de nos cellules in vitro. Mais là, ça a été la surprise, quand on a couplé l'œstradiol avec l'albumine, ça veut dire que l'œstradiol ne peut plus rentrer dans la cellule pour rejoindre le récepteur nucléaire ou cytoplasmique. Eh bien, nous avions un effet inverse de stimulation de la prolifération. Et pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous avions eu la surprise que le bisphénol A, auquel on s'intéressait, à des doses très faibles, comme vous allez le voir sur les diapositives précédentes, stimulait in vitro nos cellules de cancer testiculaire germinal humaine, stimulait donc ici, donc au bout de 24 heures, une dose très faible de bisphénol augmente de 30% la prolifération des cellules de cancer testiculaire. Nous avons voulu savoir et démontrer que cette action du bisphénol A ne passait pas par le récepteur classique ER-bêta. Nous avons pris ICI, les cancérologues connaissent très bien comment s'appelle dans le commerce, c'est l'antagoniste ICI 187, 780, c'est-à-dire c'est l'antagoniste des récepteurs classiques des œstrogènes, tel qu'il peut être utilisé dans le cancer du sein. Je crois que ça s'appelle je ne sais plus quel. Exactement. Comment? Fulvestrant. Merci beaucoup. J'en étais pas loin, mais je ne trouvais pas le nom. Donc, qui est un antagoniste des récepteurs classiques, donc de ER-alpha, ER-bêta. Et nous avons pré-incubé les cellules avec cet antagoniste. Vous voyez bien que l'effet qui passe par ER-bêta ici, l'effet inhibiteur, disparaît, neutralisé, mais que cet antagoniste du récepteur classique des œstrogènes ne fait rien sur l'action du bisphénol A et ne fait rien sur l'action de l'œstradiol couplé à l'albumine bovine, ce qui montre que l'action passe par un récepteur membranaire et passe pas par les récepteurs classiques des œstrogènes. On va passer la diapo suivante.
Nous avons pris un autre antagoniste des oestrogènes bien connu, le tamoxifène. Et vous voyez que le tamoxifène inhibe l'action de l'œstradiol ici, mais par contre, le tamoxifène n'inhibe pas l'effet prolifératif de l'œstradiol couplé à la BSA. Donc on voit bien, encore une fois, avec le tamoxifène et avec le fulvestrant, qu'il ne s'agit pas, pour l'action du bisphénol A ou de couplé à BSA, d'un récepteur classique aux oestrogènes. Diapo suivante. Nous avons montré que E2BSA, mais pareil pour le bisphénol, stimulait les MAP kinases. Et ça, les MAP kinases, elles sont mises en évidence, elles sont, activées dans beaucoup de processus de prolifération des cellules cancéreuses par un mécanisme qui a un point de départ membranaire. Hein, et c'est dans le cadre de la signalisation et du contrôle de la prolifération qui part de récepteurs membranaires que ERK1, ERK2, les MAP kinases, sont mises en route et sont mises en jeu. Et c'est ce qu'on a montré pour E2BSA et également pour le bisphénol A. Donc ici, on sait maintenant depuis une dizaine d'années, et ça c'est une diapositive qui le résume, que l'œstradiol agit classiquement par un récepteur nucléaire ou cytoplasmique, ici ER-alpha ou ER-bêta, et va venir se fixer sur un élément de réponse aux œstrogènes qui est situé sur le promoteur d'un gène... Pardon, oula, comment ça se passe ? Voilà. Sur un gène donc œstrogéno-sensible, alors qu'ici c'est un phénomène non génomique qui a un point de départ membranaire qui va stimuler des seconds messagers, comme en particulier des protéines G, la PKA, ERK, CREB, et va venir contrôler la prolifération selon des voies de contrôle de la prolifération qui sont bien connues en cancérologie et dans le cadre donc des cellules malignes. Alors, le bisphénol, vous le savez, on l'a déjà dit, vous le trouvez dans pas mal de choses. Ici, vous avez bien sûr les canettes boissons sucrées, vous avez ici les biberons, vous avez... qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des tas de plastique, il y a des tas de... Dans le moment où on trouve le bisphénol A, voilà, plusieurs centaines de millions de tonnes produites, etc. Et alors, l'exposition fétale au bisphénol chez les rongeurs à des doses relevantes l'âge adulte entraîne des tas, donc chez la souris à des doses très faibles, des tas d'anomalies, mais sa toxicité dans l'espèce humaine fait encore l'objet aujourd'hui de plusieurs interrogations et controverses, et à ma connaissance, ça fait presque 10 ans, l'équipe de Vandenberg, que tu as cité tout à l'heure, Vomsal, etc., Anna Soto, etc., continue dans la littérature largement ferrailler avec des gens qui sont en général des toxicologues et qui réfutent la possibilité que le bisphénol, aux concentrations où on le trouve dans l'environnement, puisse agir. Alors ces controverses, c'est que le BPA serait rapidement éliminé dans les urines par conjugaison, on en a parlé hier, que les effets à faible dose est parfois différents de ce qu'on peut constater à forte dose et qu'il n'y a pas d'effet dose-réponse linéaire, mais souvent en U renversé. Alors moi j'ai lu toute cette littérature pendant des années et vous allez voir ma surprise, que l'effet est très faiblement œstrogénique et que l'affinité est 1000 à 10 000 fois inférieure que le 17-bêta-œstradiol et qu'aux doses dans l'environnement, circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas penser que ce bisphénol ait une action. Et alors, voilà le fait ici que le bisphénol est beaucoup moins affin. Il y a un 10 puissance 3, là, 1000 points d'écart entre la courbe du 17-bêta-œstradiol et ici la courbe du bisphénol qui montre donc l'affinité du 17-bêta-œstradiol et du bisphénol pour les récepteurs nucléaires des œstrogènes. Voilà la fameuse courbe linéaire. Et toujours ce paradigme, on dit, des toxicologues, c'est la dose qui fait le poison. Si on augmente la dose, on devrait forcément constater une augmentation de l'effet. Eh bien, ça n'est pas très vrai. D'ailleurs, en endocrinologie,
Nous, ça ne nous surprend pas, parce qu'on sait très bien que dans beaucoup de systèmes membranaires, le récepteur de la LH, des tas de récepteurs, quand vous augmentez la dose de l'hormone, au bout d'un certain temps, le récepteur est saturé et va s'internaliser, et on sait très bien que la courbe n'est plus linéaire. Mais là, on assiste à un autre phénomène qu'on a mis en évidence, et voilà la constatation que j'ai faite en 2009, avec grande surprise. Nous réalisons dans le laboratoire une courbe dose-réponse. Là, c'est 10-12. 10-12, c'est des picomolaires, c'est infinitésimal. On a trouvé dans le sang du cordon, que je vous ai montré hier, des doses 10 puissance moins 9, c'est-à-dire nanomolaires, ici, 1 nanomolaire. Mais là, à des doses 1000 fois inférieures à cette dose qui est déjà considérée comme très faible, on a un effet sur la prolifération de nos cellules cancéreuses du sein. Et la surprise, donc premièrement, je trouve un effet sur les cellules cancéreuses à des doses infinitésimales, alors qu'on me disait que même 1 nanogramme, monsieur, c'était pas beaucoup circulé, il n'y a rien à voir. Et deuxième point, qu'est-ce que je constate en faisant la courbe dose-réponse? Que j'ai une fameuse courbe en U renversée. Je me suis dépêché de publier ça dans le plus grand journal environnement, qui est Environmental X Perspective, le journal du NIH, et c'est la première fois de ma vie que les reviewers, l'éditeur m'a dit « Monsieur, on prend votre truc, si vous acceptez, on a fait des corrections parce que l'anglais n'est pas formidable, on s'est permis de faire les corrections en anglais, et si vous acceptez, on prend le papier tout de suite. » Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, c'était là, et j'ai dit d'accord, et tout. Et donc, on a publié. Pourquoi? Parce que dans notre modèle, on montrait, que du bisphénol à très faible dose était capable in vitro de stimuler la prolifération de cellules cancéreuses dans le germinal testiculaire, et deuxièmement, que dans la courbe dose-réponse, on avait une courbe en U renversée. Alors bien entendu, on s'est efforcé après d'essayer de comprendre cette courbe de U renversée, c'est ce que je vais vous montrer secondairement. Et voyez ce que j'ai mis ici. Ah pardon, alors, je fais la même erreur que le précédent orateur. Très bien. Pardon. Alors, sur la droite, je vous montre ici le bisphénol dans les sangs du cordon des enfants nés à Nice entre 2003 et 2006. Et vous voyez que d'abord, on a trouvé du bisphénol chez la majorité d'entre eux, avec une moyenne au-dessus de 1 nanomolaire. Et ici, c'est 1 nanomolaire. Vous voyez que la majorité se situe au-dessus de 1 nanomolaire dans le sang du cordon. Donc ce qui correspond à l'exposition fétale, le sang du cordon. Et voilà 1 nanomolaire dans notre modèle in vitro de cellules humaines. Vous voyez qu'il y a un effet quasiment maximum à 1 nanomolaire sur la prolifération des cellules germinales testiculaires. Alors, ça je vous l'ai déjà montré, ce n'est pas un récepteur classique. Alors qu'est-ce que nous avons montré? Nous pensions que c'était un récepteur membranaire à protéine G. Nous avons pris un inhibiteur des protéines G, c'est-à-dire la toxine pertussis. Et vous voyez que la toxine pertussis inhibe complètement, efface l'effet du bisphénol A. Donc ça voulait dire que le bisphénol A passait par un récepteur membranaire qui était couplé aux protéines G. Je vais vite. Entre-temps, dans la littérature, je m'aperçois que des gens commençaient à décrire un récepteur couplé aux protéines G, en particulier dans des cancers du sein qui étaient ER-alpha négatifs. C'est Prosnitz aux États-Unis, et qui a décrit un récepteur aux protéines G, qui est GPR30, un nouveau récepteur non classique des oestrogènes, qui est membranaire, couplé aux protéines G, totalement différent de ER-alpha, ER-bêta, stimule l'AMP cyclique et les voies de signalisation. Vous reconnaissez ici PK que nous avons mis en évidence dans notre modèle, les MAP kinases que nous avons mis en évidence dans notre modèle, et la PKG que nous avons mis en évidence dans notre modèle. Exprimé dans de nombreux tissus, exprimé dans de nombreuses cellules de cancer du sein, ER+, ou ER-, surexprimé dans le cancer de l'endomètre, de l'ovaire, corrélé avec la survie et les métastases, et comme vous le verrez, nous avons montré qu'il était aussi présent dans le cancer du testicule, et nous l'avons fait ça sur de vraies tumeurs, pas des cellules cultivées. Tamoxifène et Falsodex non seulement n'inhibent pas l'effet, mais ils sont de façon paradoxale agonistes pour GPR30. Le tamoxifène stimule l'endomètre via GPR30. S'il y a des gynécologues dans la salle, est-ce qu'il y en a? Levez le doigt. Eh bien, les gynécologues savent qu'un des problèmes du tamoxifène dans le cancer du sein, c'est l'utérus qui saigne.
hein, c'est l'utérus qui saigne, et c'est éventuellement le développement d'un cancer de l'endomètre sous tamoxifène. Et c'est pourquoi le tamoxifène entraîne ces saignements et le cancer de l'endomètre éventuel, parce qu'il stimule la prolifération des cellules de l'endomètre via GPR30. Et aujourd'hui, c'est bien connu que c'est pas par les récepteurs classiques que la tamoxifène agit au niveau de l'utérus, mais par ce fameux récepteur GPR30 que nous avons identifié au niveau du testicule normal et au niveau du cancer du testicule. Alors, l'identification, donc, on a fini par identifier notre récepteur membranaire sur nos cellules qui était bien GPR30, comme je vous l'ai montré. On a ici par RT-PCR, donc, le transcrit de GPR30. On a ici en Western blot GPR30, donc qui est à 30 kDa environ, ici qu'on trouve aussi dans les MCF7, dans les certains cancers du sein. Et ici, nous avons montré que dans le testicule normal et dans le séminome, il était exprimé sur les cellules germinales. Voilà nos cellules JKT qui expriment GPR30. Et ça, c'est assez joli. On a voulu montrer que c'était membranaire. On a marqué E2BSA avec de la fluorescéine, c'est ici, en vert. On a marqué GPR30 en rouge et un petit tour de passe-passe. On a fait superposer les deux marquages en immunofluorescence, et si ça apparaît en jaune, ça veut dire que les deux antigènes qui sont marqués par des colorants différents se superposent exactement, ce qui montre que GPR30 était bien membranaire, donc sur nos cellules séminomateuses. Voilà. Ça c'est, on a fait de la... peu importe, on a séparé les différents composants de la cellule par ultracentrifugation et on a montré que GPR30 était bien dans la fraction membranaire ici. Voilà. Alors, maintenant, nous avons utilisé un agoniste de GPR30, un agoniste spécifique de GPR30 qui stimule, comme le bisphénol et comme E2BSA, les cellules séminomateuses. Voilà. Et maintenant, on a utilisé... grâce à en écrivant à Prosnitz et qui nous a fourni un antagoniste qui n'était pas encore commercialisé à l'époque, eh bien, nous avons pris un antagoniste, et l'antagoniste inhibe l'effet de BSA, et comme vous allez le voir tout à l'heure, il inhibe aussi l'effet du bisphénol A, ce qui veut dire que le bisphénol A agit bien par GPR30 dans notre modèle. Voilà le BPA, et voilà BPA avec l'antagoniste de GPR30 et avec l'effet qui est neutralisé. On a démontré comme ça a été publié par un de mes étudiants, thésard, Nicolas Chevalier, dans International Journal of Cancer, et également dans PLOS ONE l'année dernière. Alors, je vais avancer. On a maintenant montré, ça c'est l'invalidation, c'est la preuve formelle au niveau moléculaire. On a invalidé le gène de GPR30 par des antisens, et de la même manière, on inverse l'effet du bisphénol A, on n'a plus de stimulation. Bon, ça c'est... Je passe. Simplement, voilà une diapositive qui résume un peu ce qu'on a trouvé. Le stradiol 17-bêta, via ER-bêta, inhibe la prolifération des cellules germinales, normales ou malignes, alors que le bisphénol A, via GPR30, stimule la prolifération des cellules germinales souches ou des cellules germinales malignes. Ça veut dire que nous avons décrit deux effets antagonistes par deux récepteurs différents des œstrogènes ou des xénoœstrogènes sur les cellules germinales souches normales ou malignes. Et ce qui explique la courbe inversée en U, puisque
à une concentration donnée, il y a une affinité meilleure pour l'un des deux récepteurs, il y a donc l'un des deux récepteurs qui prime, et si on augmente la dose, eh bien l'autre récepteur intervient, et on a comme ça l'explication de la courbe inversée en U, qui fait appel à deux récepteurs totalement différents. Donc la dose est importante, la dose à considérer pour obtenir la résultante. Et c'est comme ça que nous avons expliqué notre courbe inversée en U, qui a fait tant de discussions à travers la littérature internationale sur l'effet éventuel du bisphénol. Alors ça, c'est pour vous montrer que les perturbateurs agissent sur plusieurs récepteurs. Et donc, quand c'est un problème complexe, mais quand on considère un perturbateur, il ne faut pas penser qu'il agit uniquement sur un récepteur. Ici, le bisphénol A, il agit sur différents récepteurs, il agit même sur pi par gamma, et ici, GPR30, on ne l'a pas montré, mais en fait, le bisphénol A agit aussi sur le récepteur aux androgènes, sur le récepteur des hormones thyroïdiennes, et sur un récepteur très particulier aux oestrogènes, dont on parle rarement, c'est ERR gamma, Estrogen Related Receptor Gamma. Donc ça veut dire qu'un perturbateur donné, qui est un mime, qui est un leurre, si on peut dire, pour les gens qui vont à la pêche, c'est un leurre, va agir sur différents récepteurs. Et quand vous essayez de comprendre comment un perturbateur agit, il faut penser qu'il peut agir sur plusieurs récepteurs. Bon, là, voilà toujours, j'en reviens et j'ai terminé. Je pense que j'ai tenu mon temps, à peu près. Non, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est en fait ici le bisphénol A avec la courbe en U. Et on a mélangé, on a mis l'œstradiol à dose stable à 10-9, qui est une dose physiologique. Et on a fait une courbe dose-réponse du bisphénol A. Vous voyez que l'œstradiol 10-9 déplace la courbe en U vers le bas. Pourquoi? Parce que vous avez à chaque fois la résultante à une concentration donnée de l'effet sur deux récepteurs totalement différents qui ont, c'est l'intérêt de notre modèle, notre modèle est un peu unique dans ce cas, il y a deux récepteurs qui ont deux effets totalement opposés et c'est la résultante de ces deux effets qui va donner l'effet final. Je pense que j'ai terminé, juste pour vous dire que GPR30, on a trouvé une surexpression dans le cancer du testicule, comme dans le cancer de l'ovaire et comme dans certains cancers du sein. Une surexpression, c'est ce que nous avons montré ici sur une série de séminomes dans le laboratoire. Ça a été publié il n'y a pas très longtemps. Voilà la cohorte dans PLOS ONE 2012. Et simplement pour terminer, c'est possible, mais ça ne démontre pas. Nous avons montré qu'il y avait un polymorphisme du récepteur de GPR30 plus fréquemment présent dans les tumeurs testiculaires vis-à-vis d'une série de testicules contrôle. Il est possible que chez certains hommes qui surexpriment ou qui ont un polymorphisme de GPR30, ils sont plus sensibles à des perturbateurs endocriniens comme le bisphénol ou d'autres et vont peut-être plus facilement à ce moment-là initier ou promouvoir un cancer du testicule. Je m'arrête là, je vous remercie.